C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, vous êtes poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler La seule depuis que vous êtes sorti. la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. S'il est bien un sujet sur lequel tous nos invités ici seront d'accord, et vous-même qui nous regardez, c'est qu'aujourd'hui, le débat le plus chaud, le sujet le plus brûlant sur l'actualité à l'intérieur de nos frontières, c'est bien le débat sur l'immigration et sur l'intégration. On l'a vu tout récemment, dimanche dernier encore, avec l'élection de Dreux, on l'a vu mercredi avec les propositions gouvernementales sur l'immigration, on l'a encore vu tout à l'heure dans le journal de 20h avec les propositions de Jacques Chirac. Et on le voit bien à travers vos interrogations, et c'est d'abord vous que nous sommes allés interroger. Écoutez l'écho de ces questions, c'était dans les 48 dernières heures, un peu partout en France. Moi, je suis partisan du chacun chez soi. Il faut qu'ils fassent un effort pour qu'on les accepte. Nous, d'un autre côté, il ne faut pas qu'on les rejette automatiquement parce que c'est des étrangers. Hein. C'est comme partout, il y en a des bons et des mauvais. On met tout le monde dans le même sac. Il y en a un qui fait une bêtise, tout le monde est dans le même sac. Et quelle solution vous trouveriez, vous, pour résoudre le problème aujourd'hui? C'est de renvoyer les immigrés chez eux, quoi. Voilà. Je suis pas raciste. Mais peut-être avec les Arabes, plus qu'avec les autres. Ils n'ont qu'à retourner dans leur pays. Voilà. On n'est pas raciste, on aime. Moi, pas du tout. Il y en a des très bons. Il y en a de très bons. Ceux qui travaillent, on les aime bien. Ouais. Mais il y en a beaucoup trop. Mais il y a des parasites. Des feignants, hein. Plus on en aura, ils se multiplieront, ils auront des enfants. Les enfants embrasseront la religion des parents. Ils s'intégreront peut-être à la France, mais pas du point de vue religieux. Alors ils n'ont pas une femme, ils en ont plusieurs. Alors comment voulez-vous? Et on paye les allocations à tous ces gens-là. Moi je souhaite qu'ils s'intègrent et je pense que ça peut très bien se faire, mais il faut que ça se fasse dans la paix, dans le calme, dans la sérénité et pas dans la haine et dans le rejet. C'est une richesse pour la France. Il s'agit de bien la gérer et ne pas louper le virage qu'on est en train de vivre. Alors comme vous le voyez, il s'agit d'un sujet très émotionnel, très tripal. Chacun de nous a son opinion sur le sujet. Nous avons essayé, pour préparer cette émission, de faire notre métier le plus honnêtement possible, croyez-nous, et nous avons essayé de le faire aussi dans la dignité. Et ce n'a pas été facile. À partir de là, nous nous sommes dit, la direction et la rédaction de TF1, qu'il fallait organiser un débat avec vous, représentants des Français et des immigrés en France, mais également représentants des partis politiques. Et là, c'est là qu'ont commencé les problèmes. Et les problèmes ont été très très nombreux. Nous sommes dit, ce débat est organisé de temps à autre au Parlement, mais assez furtivement. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Nous nous sommes donc adressés à tous les partis qui ont une représentation parlementaire en France. Et on a eu une cascade de refus. On a eu d'abord un refus de la part du gouvernement, un refus de la part du PS, un refus de la part du PC. François Léotard, qui nous avait dit oui dans un premier temps, nous a dit non finalement. Alain Juppé a fait de même. Je vais vous donner quand même un petit résumé de leur lettre d'excuse. Pierre Mauroy ne veut pas offrir une caution à Jean-Marie Le Pen pour répandre son idéologie indigne de la France. Georges Marchais n'est pas disposé à contribuer à la publicité de Jean-Marie Le Pen, qui est prêt, selon lui, à toutes les abjections dès lors qu'il se trouve devant une caméra, et une lettre commune d'Alain Juppé, de François Léotard et de Pierre Ménury, qui nous disent qu'ils n'acceptent pas les derniers propos de Jean-Marie Le Pen, marqués par un antisémitisme prononcé, et qu'ils déplorent l'absence de la majorité gouvernementale. Alors, chacun déplore toujours l'absence de l'autre, et c'est ainsi qu'on n'organise jamais de débat. Nous, on a dit qu'on voulait quand même qu'il y ait un débat, et on a trouvé des hommes pour débattre entre eux. C'est la première fois qu'ils vont se retrouver face à face, tous les deux face à face. Jean-Marie Le Pen, qui nous a dit oui, et Bernard Tapie, qui nous a dit oui. Alors, Bernard Tapie, vous êtes député apparenté socialiste. Dites-nous pourquoi vous avez dit oui, vous. Je suis apparenté majorité présidentielle. Avant de dire pourquoi j'ai dit oui, il faut dire pourquoi les autres disent non. Ils sont responsables d'une institution politique. À ce titre-là, quand ils parlent, ils n'engagent pas que instantanément, sur le moment. Et le débat de fond, c'est est-ce qu'il faut effectivement donner de la publicité, est-ce qu'il faut médiatiser Jean-Marie Le Pen et le Front National? Je crois que personne n'a tranché ça. Dans toutes les rédactions, les questions se sont posées et les réponses n'ont jamais été les mêmes. Sur le fond, je crois qu'ils ont tort. Je crois qu'ils ont tort, la question ne se pose pas comme ça. Les médias ne sont rien d'autre que l'attente des lecteurs, que l'attente des auditeurs, que l'attente des téléspectateurs. Si Jean-Marie Le Pen fait de l'auditeur, il faut l'inviter dans les radios. S'il fait du téléspectateur, il faut l'inviter dans les télévisions.
qui n'est pas bon, c'est de faire les couvertures des magazines avec Jean-Marie Le Pen. Parce que l'intérieur du magazine n'est pas lu par des gens qui votent pour lui. Par contre, sur les kiosques, on voit défiler en permanence des gens qui, eux, sont sensibilisés par la promotion et la notoriété qu'on lui donne. Alors moi, je crois que sur le fond, il faut accepter de débattre et il faut effectivement rencontrer tous ceux qui ont des idées qui sont contraires aux siennes. Par contre, après, il y a la forme. Et la forme, là, elle est très discutable. Elle est discutable parce que, en général, et je ne suis pas celui qui cire les pompes de la classe politique, mais ce sont quand même des gens bien élevés. Ce sont quand même des gens qui ont une retenue. Et face à un débatteur comme Jean-Marie Le Pen, qui a un talent incroyable pour faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est vrai que de temps en temps, ils sont désarçonnés. Alors maintenant, pourquoi moi j'ai accepté? J'ai accepté parce que c'est grâce à lui si je fais de la politique. Il a dit un jour, Marseille et moi, ça va être une grande histoire d'amour. Et moi, je l'aime, Marseille, vraiment, parce que je vibre avec elle toutes les semaines. Et je me suis dit, c'est impossible de laisser ça. Alors Jean-Marie Le Pen. Oui, M. Tapie est beaucoup plus connu comme organisateur de spectacles sportifs que comme député à l'Assemblée nationale. Car je me souviens encore, quand il m'a téléphoné entre les deux tours, subrepticement comme ça, en me disant « Mais moi, quand je serai au Parlement, vous entendrez parler de moi. Je crois qu'il ne se donne même pas la peine d'assister aux séances, ni même à celles de la Commission des Finances. Il ne fait figurer ce titre que sur ses papiers d'organisation financière. Ce qui aurait d'ailleurs dû lui valoir d'être exclu du Parlement. Mais Dieu merci, comme il le dit, il est dans la majorité présidentielle et il est bien vu de l'Élysée, il est bien vu du château. M. Tapie n'a pas beaucoup d'intérêt dans cette affaire-là, ce qui est intéressant. Il a le courage de venir, oui, déjà. Il vient comme avocat, il est apparenté sur les bords et il n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est passé avant, il n'est venu là que pour contrer M. Le Pen. Mais moi, je voudrais rappeler que ce pays a été dirigé depuis des années par un certain nombre de partis politiques. Le Parti communiste, le Parti socialiste, le RPR et l'UDF. Et que s'il y a des problèmes en matière d'immigration, madame, messieurs, c'est parce que ces gens-là ont été incapables de résoudre le problème, incapables même de le poser. Et si aujourd'hui, M. Jacques Chirac vient de proposer des solutions, depuis 15 ans ou 20 ans, c'est parce que le Front National a infligé une cuisante défaite. Alors, je vais dire une chose. La démocratie, ça implique qu'on se mette autour d'une table et que l'on parle coram populo, devant le peuple qui est le souverain de ce pays. Et que, bien sûr, on n'est pas que des opinions favorables les uns sur les autres. On est là pour débattre. Or, ces gens-là se dérobent au débat. Et tous les citoyens vont avoir à l'égard de cette attitude, quel qu'en soit le prétexte, une attitude de rejet. Je rappelle que Mme Stirbois à Dreux a écrasé le candidat de la bande des quatre par 62%. Et je vous écraserai, Monsieur Tapie, à Marseille, si vous aviez le courage de démissionner de votre mandat et de vous représenter. Mais attendez, c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais monsieur. Je peux pas être vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, oui, vous soyez poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Vous êtes en train actuellement de commencer à accuser de nouveau la bande des quatre. Les quatre ne sont pas là. Moi, je suis là pour vous répondre à vous. Bon. Qu'est-ce que vous avez commencé à... Mais vous êtes un apparenté. Vous commencez à délirer. Jean-Marie Le Pen. On va s'arrêter un instant. Oui. On va s'arrêter un instant avec vous. On laisse à Bernard Tapie la possibilité de vous répondre. Et on parle enfin, s'il vous plaît, de l'immigration. Mais répondez sur le défi que je vous pose de démissionner de Marseille. La réponse de Bernard Tapie. Voilà, le macho marseillais, démissionner à peu près. Vous l'avez dit, attendez, on parle un dernier instant, la réponse de Bernard Tapie à Jean-Marie Le Pen, et on parle enfin, s'il vous plaît, de l'immigration. Avec vous deux, mais aussi avec un ensemble de représentants. Ils sont 7 ici. Ils représentent les couches sociales les plus différentes. Vous vouliez parler du peuple. Voici le peuple ici, avec des gens qui sont d'origine extrêmement diverses, des gens qui peuvent penser comme vous en rendrez compte, Monsieur Le Pen, d'autres qui ne pensent pas comme vous, et d'autres qui pensent comme Bernard Tapie. Alors c'est le cas précisément de l'un de nos invités, qui s'appelle Salim Cassette, qui a obtenu la nationalité française par mariage. C'était, je crois, en 83. Vous êtes marié avec une Auvergnate. Vous êtes arrivé, vous êtes né en Algérie. Vous êtes arrivé avec votre père, qui était ouvrier chez Citroën. Et vous êtes aujourd'hui adjoint du directeur du service de cardiologie du CHR de Lille. Et vous êtes également, depuis mars 89, donc depuis mars dernier,
maire adjoint de Roubaix. Alors, vous avez siégé dans la commission du Code de la nationalité, c'est pour ça que vous nous intéressez. Vous êtes assez proche des thèses de France Plus sur l'intégration. En tout cas, vous êtes pour l'intégration et vous ne refusez pas le débat avec le Front National. Alors, je voudrais que vous commenciez à débattre, vous donniez votre point de vue sur l'immigration. Je crois, monsieur Le Penc, c'est comme ça que vous appelez les enfants. Je suis même le modèle de l'intégration. Je suis né en 1951 dans un petit village de Kabylie, sur cette terre qui était l'Algérie, qui était un département français. Et en 1951, alors que l'Algérie était un département français, je n'avais pas le droit à la nationalité française à part entière, monsieur Le Pen. Je le sais, monsieur, et j'ai combattu contre cela. Je suis le petit Benjamin d'une fratrie de 6, mais mes 5 petits frères et sœurs, mes 5 grands frères et sœurs sont morts parce qu'il n'y avait pas de médecine. Mes grands-parents, mes parents étaient inalphabètes alors que nous étions dans un département français. Mon père m'a fait venir en France pour justement m'éduquer, pour m'apprendre, pour que je ne sois pas analphabète comme lui. Et l'école de la République m'a appris ce qu'était le français. Et c'est comme ça que j'ai franchi les différentes étapes et je rends aujourd'hui un grand hommage à mes maîtres qui m'ont formé, qui ont fait que je suis le fils de la communale, monsieur Le Penc, qui ont fait que... Je m'appelle monsieur Le Pen, mais Le Pen. Ah oui, Le Pen. Ah, je croyais que vous étiez un spécialiste des boutades. Ah oui. Hein? Seulement quand on vous les met à vous. Oui, c'est ça. Vous voyez, hein? D'accord. Pas tout à fait encore arrivé à maîtriser. Non. Monsieur Le Pen, je suis cardiologue, je suis pédiatre, j'ai une formation. Non, monsieur. Non, quand vous dites que je ne maîtrise pas la langue française, la preuve, je suis prêt à débattre devant vous. Oh, vous en avez écorché tellement que vous devriez, dans ce domaine, être extrêmement modeste. Revenons. À partir de cette parenthèse, fermons la parenthèse. En 1974, je n'ai pas pris la nationalité française parce que mon objectif était de retourner. Ce n'est qu'en 1983, lorsque j'ai fini l'internat des hôpitaux de Paris, parce que je suis ancien interne des hôpitaux de Paris, monsieur Le Pen, c'est à ce moment-là où je devais partir que je me suis rendu compte, monsieur Le Pen, que j'étais français à part entière. C'est à ce moment-là, monsieur Le Pen, que je me suis rendu compte que malgré moi, j'étais français. Tout simplement parce que j'avais des maîtres qui m'ont appris, qui m'ont fait aimer la France. Je pense que s'ils avaient eu des maîtres comme vous, monsieur Le Pen, je serais certainement retourné en Algérie. Je vais demander à chacun de respecter ses temps de parole, aussi bien dans le public. Je voudrais rappeler qu'aucune des personnes qui sont présentes n'est représentant de quelque organisation, et Dieu sait si elles sont très nombreuses à nous avoir demandé à participer à ce débat. Mais nous avons voulu faire le débat sur le terrain, avec vous, vos opinions sur l'immigration, sur l'intégration. Ça me paraît assez essentiel. Jean-Marie Le Pen, voilà le type même de Français que vous avez envie, j'imagine, de garder dans le giron de la nationalité française. Je n'ai pas attendu, pour me battre pour l'intégration, que M. Cassed, en 84, découvre qu'il était devenu français. Moi, je croyais qu'on pouvait faire des Français avec les Algériens. C'était d'ailleurs conforme à notre Constitution. Et je me suis battu même les armes à la main, contre le FLN, qui lui, en égorgeant ses compatriotes et les pieds noirs, voulait imposer sa loi, qui était l'indépendance. Et je voudrais dire à M. Cassed que ceux qui étaient responsables du fait qu'il n'ait pas appris le français, ce n'était pas le Front National ni Jean-Marie Le Pen, c'étaient les gens dont il est le colistier aujourd'hui à Roubaix. C'était le Parti Socialiste, le MRP, le Parti Communiste, qui avaient eu toutes les responsabilités politiques dans ce pays. Je voudrais rappeler que le maire de Roubaix s'appelle André Diligent. Mais je voudrais parler, si c'est possible. Non, mais c'est important de savoir qu'André Diligent est CDS. Je voudrais rappeler que j'ai été le premier Français à proposer la candidature d'un Français musulman d'Algérie aux élections législatives. Vous n'en êtes encore qu'aux élections municipales, M. Cassed. C'était Ahmed Djebbour en 1957 à Paris.
qu'aux élections européennes, en 1984, j'ai mis sur ma liste un homme qui s'appelait Mourad Kawa, un Français qui n'avait pas attendu 1984 pour être Français, qui lui aurait été député sans la félonie d'un de mes colistiers qui s'appelait M. d'Ormesson. J'ai fait élire Madame Djebour comme conseiller régional d'Île-de-France, il y a déjà plusieurs années. J'ai fait élire d'autres musulmans d'Algérie, français, et je me suis battu pour l'intégration. M. Stoléru m'a reproché, mais il oubliait que je me battais pour des gens qui avaient la nationalité française. Mais très franchement, vous ne les aimez pas, comme De Gaulle l'avait promis, Jean-Marie Le Pen. des Français à part entière. Jean-Marie Le Pen, répondez. Ah oui, mais vous ne les aimez pas beaucoup, les musulmans. Comment ça ? Sur le fond de votre pensée. Mais j'en ai tout plein autour de moi. Je m'étonne de ne pas voir là un certain nombre de musulmans français, notamment tous ceux qui avaient choisi de lutter avec la France contre le FLN, qui ont eu leur famille égorgée, 150 000 harkis égorgés par le FLN, et qui ne sont pas là, ne sont pas représentés, alors qu'ils représentent plusieurs centaines de milliers de Français qui, eux, n'ont pas attendu 84 pour se sentir français. Personne ici n'est représenté par personne. À vos côtés, Jacques Roseau. Jacques Roseau se trouve être l'un des porte-parole du Recours. C'est un mouvement qu'il a fondé. Il a fondé ce mouvement, c'est un rapatrié. Donc c'est quelqu'un qui devrait vous apparaître sympathique dans la mesure où il défend, je crois, beaucoup la cause des harkis. Et si nous l'avons invité, c'est parce que lui a vécu avec des musulmans en Algérie et qu'il est arrivé un jour, comme beaucoup, à partir de 62 en France. Votre témoignage, Jacques Roseau. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de refaire la guerre d'Algérie, parce que j'entends mon voisin de gauche se lancer encore dans un procès de l'Algérie française, qui m'est cruel parce que peut-être qu'il a souffert de certaines conditions socio-économiques. C'est vrai que la France n'a pas tout fait en Algérie, mais c'est vrai aussi qu'elle a fait beaucoup et qu'elle a tiré l'Algérie de l'obscurantisme médiéval, de l'Algérie qui était asservie par les Turcs, pour en faire quand même un État moderne. Et lorsque nous sommes partis dans des conditions d'ailleurs lamentables et honteuses en 1962, qui sont un peu la source et la raison et les raisons de la situation de l'immigration aujourd'hui que nous connaissons dans ce pays, la France a quand même réalisé un certain nombre de choses. Et moi, j'ai vécu dans un petit village d'Algérie et à Alger, dans un petit village qui s'appelait Novi, près de Cherchel, au milieu de populations musulmanes avec lesquelles nous avions des liens fraternels. Ces musulmans ont été à l'école avec moi, je les ai connus sur les bancs de l'école, sur les bancs du lycée du Verrier de Blida, je les ai connus dans mon unité de tirailleurs dans le Constantinois où j'ai fait la guerre d'Algérie pendant 28 mois, puisque j'ai rempli mes obligations militaires de bon français, et je regrette aussi, effectivement, qu'il n'y ait pas de représentants de la communauté harki, française musulmane rapatriée, ou de leurs enfants, qui elle aussi est menacée par ce problème de l'intégration qu'elle n'a pas réalisé, car la France qui aujourd'hui prend conscience brutalement de ce problème de l'immigration, qui est effectivement un problème extrêmement grave, car il ne faut pas oublier que nous avons une façade méditerranéenne qui est habitée aujourd'hui de 60 millions de personnes, et qui sera demain de 100 millions de personnes, et qui va être confrontée à des problèmes socio-économiques dramatiques, et qui vont être conduits à venir sur les rives de nos pays d'Europe, et notamment de la France. Donc pour ne pas avoir fait l'intégration de l'Algérie française, c'était notre idéal au moment du 13 mai, auquel j'ai participé. Il ne faut pas pour autant faire l'intégration algérienne ou la désintégration algérienne de la France. Donc pour l'intégration, ok, une certaine intégration dans la dignité respective, mais il faut aussi que nos amis de confession musulmane la souhaitent, cette intégration. Il ne faut pas qu'ils se laissent aussi emporter par ces islamisants intégristes qui dominent absolument le terrain actuellement et auxquels malheureusement une certaine classe politique a donné raison. Il faut aussi qu'ils veuillent bien participer à la vie française tout en respectant leurs différences, mais en ne remettant pas en cause les valeurs et l'identité nationale française, fondamentale pour notre pays. Un petit mot avec Bernard Tapie, et ensuite je voudrais qu'on aborde le problème de l'immigration clandestine. Bernard Tapie. D'abord, deux choses. La première, je suis content de savoir, et c'est vrai, ce que M. Le Pen dit, c'est vrai, parce que j'ai retrouvé un texte de lui quand il était député, et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'il dit. Il ne peut pas lire ça dans ses meetings. Hein. Stoléru l'a déjà lu. Oui, non, mais ça fait rien, il y en a qui ne l'ont pas entendu. Je suis fier. Il y en a qui ne l'ont pas entendu. Ce qu'il faut dire aux Algériens, c'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. C'est qu'ils ne sont pas un fardeau, ils sont une dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés.
J'affirme que dans la religion musulmane, rien ne s'oppose au point de vue moral à faire croyance. Donc c'est vrai qu'il était pour l'intégration, et donc il n'y a plus de raison qu'il fasse chauffer ses meetings en donnant des musulmans à manger aux fanatiques du Front National, parce qu'il n'est pas pour ça. Vous êtes un grotesque, Ensuite, vous êtes monsieur, un pitre, monsieur. vous avez dit, Attendez. attention, Écoutez, vous êtes un je vous ai dit, pitre. il y a une limite, vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça, et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapi, il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. Un peu rigolo. Enfin, regardez-vous. Mais Alors, regardez. Vous verriez un peu ce que c'est qu'un boxeur poids lourd. Deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Oui. Les pitreries de monsieur Tapi Vous n'amusent avez dit personne. tout à l'heure quelque chose qui me semble effectivement fondamental. Car c'est ce qu'on vit à Marseille. On vit à Marseille lorsqu'on ne veut pas refaire la guerre d'Algérie. On revit à Marseille une relation extraordinaire entre les rapatriés d'Algérie et les Algériens. Et on la vit dans une relation qui est extrêmement constructive. Et qui est tellement constructive que finalement, quand on regarde, les Français d'Algérie et les Algériens, lorsqu'ils étaient ensemble, s'entendaient très bien. Il n'y avait aucun problème ni d'intégration, ni de problème relationnel. Par conséquent, c'est vous et pratiquement vous seuls qui pouvez mieux nous aider à ce que cette intégration existe. Pourquoi ? Parce qu'il y a 400 foyers de problèmes. Il n'y a pas un problème général en France de l'intégration ou de l'immigration. Il y a 400 endroits ponctuels, qui sont d'ailleurs socialement très identifiés, et qui posent problème. Et lorsqu'on met les moyens, le temps, la volonté et le talent, ces bastions-là disparaissent. Il y en a déjà une vingtaine qui sont disparus. Et moi, j'ai rencontré, dans une réunion, je l'avoue, secrète, parce que je l'ai organisée, des représentants du FLN et des anciens condamnés à mort de l'OAS, qui se sont retrouvés, qui se sont parlé, qui se sont dit « Mais on est en train de rater une occasion extraordinaire d'apporter à ce pays une carte fondamentale, c'est une culture complémentaire, pour gagner à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, une influence dans un monde énorme. Alors ne nous agitez pas le drapeau de l'intégrisme, parce qu'il n'existe pas au point où on en fait aujourd'hui le bastion de l'émigration. Il y a eu 20 jeunes filles, il y a 500 000 gosses qui vont à l'école, il y a eu 20 jeunes filles avec un foulard. Ça fait 650 heures de télévision. Monsieur Rezeau, vous le savez, car je sais que vous êtes un homme raisonnable. Il n'y a pas d'intégrisme en France. Monsieur Tapi, si, lui. Non, monsieur Tapi, c'est tout. l'intégrisme existe quand même, il ne faut pas l'occulter complètement. Bien sûr. À tel point que l'Algérie a été obligée de reconnaître un parti intégriste qui s'appelle le FIS. Mais moi, je connais les photos de l'OM où ils sont tous ensemble et ils s'engueulent pas. Voilà. Ils sont tous ensemble. Il ne s'agit pas de grossir le phénomène, Voilà. il s'agit de le prendre en compte. Tout à fait. Il s'agit aussi de ne pas oublier, monsieur Tapi, vous qui êtes aux portes de la Méditerranée, de ne pas oublier qu'il y a une pression migratoire très forte du Maghreb, qui sera de 100 millions d'habitants bientôt, avec finalement une situation économique qui n'a pas l'air de vouloir tellement décoller et qui va nous exporter ces pauvres qui vont être de plus en plus nombreux. Et c'est là aussi qu'il faut que le gouvernement sache prendre de véritables dispositions pour arrêter le flux migratoire, pour nourrir notre discussion et pour vous permettre d'avoir quelques arguments. Juste un petit mot, s'il vous plaît, Jean-Marie Le Pen. Laissez-moi conduire ce débat et vous, vraiment, chacun aura le droit de parler. Ne vous inquiétez pas. Simplement, vous évoquiez les foyers de problème. Il y a un foyer de problème que vous dénoncez très souvent, c'est le problème de l'immigration clandestine. Et nous avons voulu voir avec David Pujadas comment cela se passait concrètement. Regardez. Je vous demande également de continuer à faire attention aux Pakistanais et Sri Lankais avec des passeports anglais. Il y en a toujours, on en revoit toujours un petit peu. Alors vous restez vigilants là-dessus. Également sur le problème des attestations d'accueil, on continue un petit peu sur les attestations d'accueil pour les Maghrébins. Séance quotidienne de consignes pour les agents de la police de l'air et des frontières d'Orly. La mission, elle, reste la même, faire barrage aux clandestins, détecter les faux touristes, les faux saisonniers qui viennent en fait s'installer en France. Cette dame, par exemple, n'a pas tous les papiers exigés. Elle est présentée, avec beaucoup d'autres, à un inspecteur. Son cas va finalement s'arranger. L'enfant est né sur le territoire, il n'y a aucun problème, vous le prouvez. Donc vous pourrez rentrer avec l'enfant sans aucun problème. Hein ? Pourtant, personne ici ne se fait d'illusions. Vu l'effectif, un contrôle approfondi de tous les passagers prendrait 1 heure par vol. L'aéroport serait vite bloqué. Il arrive même que les personnes refoulées en attente de rapatriement s'échappent de cette salle de transit où une seule personne les surveille.
Ici, comme sur chaque poste frontière, les discours de fermeté se heurtent à la réalité. À moins de bâtir un mur, les frontières de la France ne seront jamais étanches. Un dispositif policier n'arrêtera jamais l'arrivée des clandestins. Et c'est parce qu'il y a des secteurs qui en permanence font appel à eux, qu'ils arrivent et qu'ils continuent d'arriver. Et que quelles que soient les méthodes de répression, de fermeture aux frontières, il y en aura et ils trouveront tous les moyens de venir, même si d'ailleurs c'est très difficile pour eux. Les clandestins arrêtés sur le territoire sont placés dans des centres comme celui-ci, dans l'attente de l'expulsion. En fait, une fois sur deux, ils seront relâchés, soit parce que l'administration n'a pu déterminer leur nationalité, soit parce que le pays d'accueil refuse de les recevoir, soit parce qu'on manque de policiers pour les escorter. Comble de l'hypocrisie, aujourd'hui, l'administration fabrique elle-même des clandestins en la personne de demandeurs d'asile déboutés. Car la procédure, aujourd'hui engorgée, peut durer des années au cours desquelles le demandeur s'installe en France, travaille, scolarise ses enfants. Difficile donc en cas de réponse négative de l'expulser, mais l'administration refuse aussi de le régulariser. Il est transformé en clandestin officiel, sans droit au travail. Étrange paradoxe qui consiste à plaider la fermeté et l'intégration et à laisser subsister, voire à créer des situations précaires. La politique de lutte contre les clandestins se cherche aujourd'hui de nouveaux outils et surtout une vraie cohérence. Et n'oublions pas, selon un sondage BVA qui est paru justement hier dans Paris Match, que 68% des Français ont estimé qu'on avait aujourd'hui atteint le seuil de tolérance en matière d'immigration et que 24% pensent le contraire. Alors, Monsieur Linné, vous êtes un homme qui habitait Dreux. Vous avez, je suppose, voté pour Marie-France Thierbois aux dernières élections. Une de nos journalistes, Geneviève Gallet, qui vous connaît, m'a dit, voilà, un pépiniériste qui, lui, pense des tas de choses et qui n'hésite pas à le dire devant une caméra. Alors dites-nous pourquoi, un, vous n'aimez pas les Arabes, deux, pourquoi vous trouvez qu'il y en a trop en France. J'aime pas les Arabes. Bon, c'est le premier. Ça. Je suis venu en taxi de la gare Montparnasse à Paris, ici, là, avec une chauffeuse de taxi arabe. Alors, j'ai rien du tout contre les Arabes, mais trop, c'est trop. Vous êtes de ceux qui pensent qu'un seuil de tolérance est arrivé dans trop, ce pays. C'est trop. Monsieur Bernard Tapie, que j'écoutais tout à l'heure, boum boum, ça allait faire toc-toc. C'est pas ça la politique. Je pense pas toujours. Nous, à Dreux, ce qu'on veut, c'est être tranquille. Mais trop, c'est trop. Vous avez des petits villages comme Annette, presque pas d'habitants, beaucoup de retraités. Marie-France Thierbois a fait 60 et quelques % des bois. Un autre village à côté de Senonches, elle a fait 80 et quelques % des bois. Il n'y a pas d'émigrés dans ces petits pays-là. Mais trop, c'est trop. Voilà. Donc, les trois quarts des commerçants, monsieur Bernard Tapie de Dreux, ferment leurs portes tôt le soir parce que voilà, les gens du commissariat de police, quand ils vont traîner vers les Chabards, à Dreux, ils prennent des cailloux sur leur voiture. Je vais répondre. L'avis de Selim Cassette, celui de Bernard Tapie et ensuite de Jean-Marie Le Pen. Parce que, assez court, s'il vous plaît. Monsieur Renarvour, je suis apolitique complètement. Hein. Oui, absolument. Alors, non, mais vous nous avez les Arabes. Mais vous nous avez intéressé parce que justement, vous avez fait partie de ces gens, 61%, rappelons-le, qui dimanche dernier ont voté pour la première femme députée du Front National. À Dreux, pour l'instant, vous souffrez personnellement de la présence des immigrés. Il y en a beaucoup de trop, monsieur. Oui, mais bien sûr, mais c'est d'ailleurs ce qui est dénoncé partout. Tous les commerçants de Dreux vous le diront. Tous les commerçants de Dreux vous le diront. Je suis venu de chez moi. Hier, j'ai eu, comment ça s'appelle, les deux, hier ou avant-hier, j'ai échangé les deux pneus de ma voiture parce qu'il était crevé. Non, mais ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que justement à Dreux, les plus forts scores de Mme Thierbois, qui sont des scores très impressionnants, ont été faits dans des endroits où il n'y a pas un immigré. Voilà. Mais par contre... Mais c'est le ras-le-bol général, monsieur Tapie. C'est ça qu'il faut que les Français comprennent. Ils ont parfaitement peur de tout ce qui peut se passer et qu'on leur raconte qui va se passer. Vous abordez dans ce que vous venez de dire 3 sujets dont il faut parler séparément. C'est le sujet de la promiscuité. Non, mais monsieur Linné pense... Tout à l'heure, vous avez parlé pendant 2 heures. Je vous donne la parole juste après lui. Vous avez 3 sujets que vous avez abordés. Je voudrais qu'on les aborde après dans un débat loyal. C'est le problème de la cohabitation. Comment on cohabite avec quelqu'un qui vous ressemble pas, qui n'est pas le même que vous. Deuxièmement, économiquement. Est-ce qu'il y a une relation économique entre ils sont là ou n'y sont pas? Est-ce que je suis plus riche ou moins riche? Et troisièmement, la sécurité. Voilà en fait les 3 problèmes que les gens à Dreux se posent et pour lesquels on leur donne comme réponse, s'il y a du chômage, c'est à cause des immigrés. S'il y a de l'insécurité et si par conséquent vous êtes plus tranquille dans votre ville ou dans votre rue, c'est parce qu'il y a des immigrés.
Et troisièmement, il y en a trop, j'en vois trop. Ils ont des bobines qui vous reviennent pas forcément, et que quand il y en a un peu, ça va, quand il y en a beaucoup, ça va pas. C'est les trois sujets dont il faut parler. Monsieur Tapie, une seconde, pardon. Monsieur Tapie, une ville comme Annette... Monsieur Linné, Jean-Marie Le Pen voudrait répondre, parce qu'il y avait trois sujets, donc trois réponses de Jean-Marie Le Pen. Je crois que nous sommes en train de nous engager dans une impasse. Parce que nous parlons de l'immigration dans ce pays et des dangers qu'elle représente comme s'il s'agissait exclusivement des Algériens ou des Maghrébins. Le problème a une toute autre dimension que celle-là et est lié, comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs M. Roseau, au problème démographique mondial. D'un côté en Europe et en France, une insuffisance de natalité et une baisse de pression démographique, et dans le tiers-monde, une explosion démographique. Mais les réservoirs humains qui alimentent l'immigration aujourd'hui et qui l'alimenteront demain si on suit la politique du gouvernement, ce ne sont pas seulement les 100 millions d'habitants du Maghreb. Il y a 1,3 milliard de Chinois, 1 milliard d'Hindous. Et on vient en France de tous les continents du monde, de Turquie, du Bangladesh, du Pakistan, d'Afrique noire, d'Amérique du Sud. Et nous sommes véritablement menacés par une vague, une submersion. Nous risquons d'être submergés, car quelle est la raison pour laquelle les immigrés viennent en France? Mais historiquement, ça a toujours été le cas, vous le savez, Jean-Marie Le Pen. Travail, il n'y en a plus depuis 1974, date à laquelle d'ailleurs l'immigration a été interdite en France, mais pour trouver les avantages sociaux que nous leur fournissons dans le domaine du logement, des hôpitaux, de la scolarité, du travail, etc. Or, en augmentant ces avantages, sous le prétexte d'intégration, on va réaspirer, en quelque sorte, des vagues nouvelles de l'immigration. Et c'est pourquoi la politique apparemment humanitaire du gouvernement va avoir pour conséquence dramatique que les Français risquent de n'être plus en France chez eux. Et c'est ça le sens du vote de Dreux, de Marseille, de Salon, de Villeneuve-d'Ascq, c'est-à-dire de tous les endroits où les Français estiment, comme ce citoyen français, que trop, c'est trop. Alors je voudrais vous dire, c'est ça qu'il faut faire savoir. Et je vous assure que ça, c'est, si on n'a pas fait comprendre, si dans cette émission, je suis arrivé à faire comprendre à quelques personnes ce que je vais dire, j'aurais bien fait de venir. Ce ne sont pas les immigrés qui créent le chômage. Je certifie sur l'honneur que c'est pas vrai. Que plus de 15 emplois d'immigrés font à peine un emploi direct de non-immigrés. Mais par contre, tout l'encadrement descend d'un cran. Autrement dit, continuer d'alimenter la haine des gens qui sont déjà durement touchés par le fait qu'ils ne travaillent pas. Ce sont des gens fragiles psychologiquement, humainement. Continuer à leur dire et à leur faire manger de l'immigré en disant et en désignant le responsable, c'est celui-là, c'est criminel, parce que c'est un mensonge, ça. Hein, c'est faux. Alors tant mieux, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. C'est un mensonge politique. Dites comme moi que c'est pas à cause d'eux qu'il y a le chômage. C'est un mensonge politique. Dites comme moi que c'est pas à cause des immigrés. C'est un mensonge politique. Jamais vous ne m'avez entendu faire reposer sur les immigrés ou sur l'immigré, mais sur les responsables politiciens dont vous êtes l'avocat. Encore un mot, et nous sommes obligés de nous arrêter quelques secondes. L'outil industriel, moi je peux en parler. Mais oui, il s'est modernisé, oui, vous allez dire n'importe quoi. Vous rachetez des entreprises en faillite pour un franc. Il vaut mieux ça qu'hériter. Il vaut mieux ça qu'hériter. Ah, pourquoi? Oui, parce que... Mais j'ai pas honte, vous savez. Alors donc, voyez... Monsieur Tapie, moi je n'ai pas été condamné en correctionnel pour escroquerie dans mon métier. Moi non plus. Oui. Non. Même si c'est amnistie. C'est vos problèmes personnels. Il faudrait... Je représente les déshérités à ce moment-là. Quelqu'un, c'était M. Salim Kasset qui a parlé tout à l'heure de dignité. S'il vous plaît, restons dans la dignité. L'outil industriel. Et c'est très important, parce qu'on sort du tunnel. On est en train de sortir du tunnel. Pendant des années, tous les pays ont installé leur productivité sur une main-d'œuvre pas chère. Tout le monde l'a fait, sauf les pays détruits. Parce que les pays détruits, il a fallu qu'on reconstruise un outil de travail moderne. Mais tout le monde, l'Angleterre, l'Italie, la Hollande, l'Allemagne, tout le monde. L'Allemagne partiellement, parce que l'Allemagne était détruite. On est en train de sortir du tunnel. Ça veut dire que la rigueur dans laquelle on est entré nous a obligés de faire deux choses qui sont difficilement compatibles et qui font des sinistrés. C'est d'un côté, les locomotives doivent aller fort devant pour ne pas se laisser distancer par les plus performants. Mais d'un autre côté, plus ça va vite devant, plus il y a de laisser pour compte derrière.
On est malheureusement, on est sorti du col, on est sur un faux plat. On a donc maintenant un peu plus le temps, je crois, et les moyens de recoller ceux qui n'ont pas pu suivre le rythme. C'est ça le problème. Lorsqu'on aura recollé cela, l'ensemble des problèmes liés à l'inégalité, dont l'émigration, sera réglé.